Très bon réveil à tous, il est 8h. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. Julien Pierce. Merci de votre fidélité. Le journal de 8h, c'est avec Adrien Beck. Bonjour Adrien. Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une ce matin, la contre-attaque d'Emmanuel Macron, épisode 2. En déplacement dans les Hautes-Pyrénées, le chef de l'État dit avoir vécu la faute d'Alexandre Benalla comme une trahison. Mais il se dit fier de l'avoir embauché et n'épargne pas la presse. Ce matin, c'est un proche parmi les proches d'Emmanuel Macron qui est entendu au Sénat, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. À la une également, Adrien. La SNCF commande 100 TGV du futur à Alstom. Nouvelle bouffée d'oxygène pour le site de Belfort. Les hôpitaux sur le pont en ce début de canicule. 18 départements déjà en vigilance orange. La guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis semble-t-il désamorcée. Accord cette nuit à Washington. Et puis le Tour de France et Geraint Thomas, maillot jaune, fait encore un pas de plus vers la victoire finale. Faux huis clos face aux députés En Marche mardi soir à Paris. Vrai bain de foule hier en fin de journée. Emmanuel Macron dans les rues de Bagnères de Bigorre à la rencontre des Français, poussé par quelques journalistes à parler de l'affaire Benalla. Finalement, même tonalité que devant la majorité. Alexandre Benalla a fauté, mais je suis le seul responsable et surtout circulé, il n'y a rien à voir. Non, mais j'ai tout dit. Regardez, les gens, est-ce qu'ils parlent de ça? Non. Voilà. Mais oui, mais les réseaux sociaux et les gens qui sont branchés, ça, il y a des gens, ils supportent mal la chaleur et la fatigue. Donc il faut du calme. J'ai dit ce que j'avais à dire sur toutes ces choses-là. Il y a aussi le quotidien de nos concitoyens, le travail du gouvernement. Il y a une loi importante sur la formation professionnelle qui va être votée, asile et immigration. Et donc voilà, moi je suis avec les gens, on est heureux et tout va bien. Emmanuel Macron, donc hier soir dans les rues de Bagnères de Bigorre. Bonjour William Galibert. Bonjour. À 800 km de l'Elysée, Emmanuel Macron poursuit donc sa contre-offensive avec une contre-attaque en 2 temps. Oui, comment reprendre la main et surtout comment dégonfler l'affaire. D'abord, on en diminue la portée. Ça, c'était face à ses troupes dans la petite mise en scène d'avant-hier. Le président dit « J'assume ce qu'il faut assumer, mais enfin, c'est pas une affaire d'État, c'est juste une affaire individuelle qui est montée en épingle par l'opposition. » Et puis, phase 2, la carte postale en montagne, les bras de chemise, le sourire bravache pour dire « Mais regardez, tout ça n'intéresse pas les Français, ça n'intéresse que vous, les journalistes. » Et en plus, je cite Emmanuel Macron, et en plus, vous avez dit beaucoup de bêtises. Une stratégie quand même qui peut être un peu dangereuse. Oui, c'est risqué de prendre l'opinion à témoin. Parce que l'opinion, elle s'intéresse à l'affaire. Gérard Collomb et les autres proches du président font bien malgré eux des cartons d'audience pour leur passage en commission devant l'Assemblée ou devant le Sénat. Et puis toutes les premières enquêtes montrent que les Français ne sont pas uniquement obsédés par la plage et par le Tour de France. Ils ont été choqués par l'affaire Benalla. Beaucoup considèrent que c'est bien une affaire d'État. Attention, pour Emmanuel Macron, c'est le risque de renforcer l'image d'arrogance et d'un pouvoir déconnecté des réalités. Image qui avait déjà tendance à s'installer depuis plusieurs mois. Les précisions de William Galibert. Merci William. À l'Assemblée nationale, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla a du plomb dans l'aile. L'opposition de droite et de gauche menace de boycotter la suite des auditions. La majorité En Marche, qui a le pouvoir de décider qui sera auditionné, refuse d'entendre d'autres personnalités politiques, encore moins des membres de l'Élysée. Au Sénat, là, la droite a la main et dans une demi-heure, le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, le très discret Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, est attendu devant les sénateurs. Maxence Lambrec. Le frère jumeau d'Emmanuel Macron, c'est comme ça que certains le présentent, Alexis Kohler. C'est la tour de contrôle du quinquennat, l'homme de tous les dossiers, avec ses fines lunettes rondes, ses cheveux poivre et sel, son CV de premier de cordée, Sciences Po et Sec ENA. Il conçoit les réformes, les pilote et surtout garde le silence. Vous n'entendez sa voix que pour les annonces officielles sur le perron. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre. Aujourd'hui, Alexis Kohler est entendu par les sénateurs car c'est lui qui a prévenu Emmanuel Macron des violences commises par Alexandre Benalla alors que le chef de l'État était en Australie. Mais ce matin, il restera sans doute très prudent, comme l'a été hier son collègue, le directeur de cabinet Patrick Stroda. Et quoi qu'il arrive, il restera en poste. Emmanuel Macron compte sur lui pour réorganiser les services de l'Élysée et notamment ceux liés à sa sécurité.
Alexis Kohler doit rendre sa copie à la rentrée de septembre. Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1. Affaire Benalla, Emmanuel Macron qui assume et contre-attaque. Je reçois à ce sujet d'ici une dizaine de minutes le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Une usine sauvée in extremis par l'État il y a presque 2 ans et aujourd'hui les 480 salariés du site Alstom de Belfort peuvent avoir le sourire. La SNCF devrait annoncer à midi la commande de 100 rames de TGV du futur fabriquées à Belfort notamment. Sourire pour les salariés et soulagement pour le maire de Belfort, Damien Meslot. C'est un sentiment de grande satisfaction puisque Bruno Le Maire nous a confirmé la commande de 100 TGV du futur. Ça va apporter non seulement de l'activité pour les 500 salariés d'Alstom Belfort, mais aussi pour tous les sous-traitants. Vous savez qu'il y avait eu une volonté du groupe Alstom de fermer le site de Belfort grâce à la mobilisation de tous les élus, les syndicats, les salariés, la population. On avait obtenu le report de cette fermeture et la commande que nous avons aujourd'hui permettra d'assurer la pérennité du site. Le maire de Belfort, Damien Meslot, avec Martin Lange. 8h et bientôt 6 minutes sur Europe 1. On en vient à la canicule et on étouffe déjà ce matin. 18 départements en vigilance orange ce matin. Toute l'Île-de-France, une partie de la vallée du Rhône et le Nord-Pas-de-Calais. L'État met en place d'ailleurs un numéro dédié gratuit, le 0800 06 66 66, si vous avez besoin de conseils sur l'attitude à adopter par cette chaleur. Plan canicule déclenché par plusieurs préfectures, les services sociaux, les associations mobilisées et les hôpitaux aussi. Mélanie Gomez. Depuis la canicule de 2003, les hôpitaux ont appris à anticiper les épisodes de forte chaleur. Et anticiper, cela passe par exemple au CHU de Lille par de plus grosses commandes d'eau, mais aussi par l'équipement en ventilateur et en climatiseur pour les espaces communs. Dans d'autres établissements, on change déjà plus régulièrement les carafes d'eau fraîche pour les malades. Les températures dans les chambres sont régulièrement vérifiées. Dans les hôpitaux parisiens aussi, on se prépare. Tous les jours, il y a des relevés pour surveiller par exemple qu'il n'y a pas un nombre anormal de passages aux urgences, précise Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. On suit par catégorie d'âge et puis on suit le nombre de lits ouverts et bien évidemment le nombre de lits, ce qu'on appelle de soins critiques, à la fois pour nos propres besoins, à la fois pour les besoins des hôpitaux de l'ensemble de la région pour vérifier que si ça s'aggrave, il y a des places en réanimation. Ça communique beaucoup en ce moment entre tous les acteurs pour vérifier que chacun peut venir au dépannage de l'autre si il y a si je puis dire, une surchauffe. Enfin, il faut savoir que si la situation se dégrade dans les hôpitaux, il y a des procédures d'urgence. C'est ce qu'on appelle le plan blanc. Cela permet notamment de mobiliser du personnel médical, de rappeler des médecins en vacances par exemple, et puis de reporter les opérations non urgentes. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, les corps mis à rude épreuve, donc le réseau électrique aussi, et oui, pic de consommation attendu à la mi-journée. Écoutez les précisions de Frédéric Charlet, directeur du Centre national d'exploitation chez RTE. Un pic de l'été en fait dû à la canicule, aux fortes températures, puisque la consommation d'électricité augmente en fonction de la température quand on est en forte chaleur, et ça c'est dû simplement à l'utilisation des ventilateurs et des climatisations. Quand la température prend 1 degré, eh bien la consommation d'électricité augmente de 500 MW. Pourquoi 13 heures Alors 13 heures en fait parce que c'est la conjonction de plusieurs événements en fait. Les ordinateurs continuent à fonctionner, le tertiaire, les industries continuent à fonctionner. Les ventilateurs et les climatiseurs tournent à plein à ce moment-là, puisqu'il est 13 heures, c'est la période de plus forte chaleur. Et également, c'est l'heure de manger. Donc les ménages se font à manger, utilisent les plaques, utilisent les fours. Les frigos sont ouverts, refermés, donc ce qui amène aussi des consommations supplémentaires d'électricité à ce moment-là. Frédéric Charlet de RTE avec Jean-Jacques Herry. La guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis n'aura peut-être pas lieu. Après des mois de conflits commerciaux et parfois des échanges d'amabilité, accord hier soir à Washington entre Donald Trump et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Sonia Dridi, vous êtes sur place pour Europe 1. Oui, Donald Trump et Jean-Claude Juncker ont annoncé une nouvelle phase dans la relation entre les États-Unis et l'Union européenne, et cela commence par un effort vers la suppression des barrières douanières, sans fixer pour autant de date précise. Le président américain, qui plaidait pour un libre-échange total, l'a fièrement annoncé depuis la Maison-Blanche. Nous nous sommes mis d'accord pour travailler sur zéro tarif douanier et zéro subvention sur les produits industriels hors secteur automobile. Trump a également mis en suspens ses menaces de taxer les voitures européennes. En échange, l'Union européenne promet d'augmenter ses importations de soja et de gaz naturel liquéfié. Une victoire pour Juncker, qui était sceptique à son arrivée sur ses chances de convaincre Trump. J'avais l'intention de conclure un marché aujourd'hui et nous avons conclu un marché.
Aussi longtemps que nous négocierons, sauf si une des deux parties décide d'arrêter de négocier, on suspend la mise en place de davantage de taxes douanières. Les deux leaders ont décidé d'unir leurs forces pour réformer l'Organisation mondiale du commerce, avec comme priorité contrer les pratiques commerciales de la Chine qu'ils jugent déloyales. Merci Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. Quant au Venezuela, il s'apprête à rayer 5-0 sur ses billets, annonce cette nuit du président Maduro, en cause de l'inflation qui pourrait atteindre cette année 1 million de %. À l'heure actuelle, le salaire minimum permet à peine d'acheter 1 kilo de viande. 8h10, direction le Tour de France, et ça se précise en tête de course à 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Après l'étape courte mais intense hier dans les Pyrénées remportée par Nairo Quintana, le Britannique Geraint Thomas ne quitte plus le maillot jaune. Marguerite Lefebvre. Devant les journalistes, Geraint Thomas reste un équipier fidèle. Le maillot jaune le répète à l'envi. Son leader, c'est Chris Froome. Mais hier, le Gallois est allé écrire une nouvelle page. Aux attaques de Roglic et de Dumoulin dans le col du Portet, il a répondu sans frémir, laissant derrière lui un Chris Froome à bout de souffle. Chris ne se sentait pas bien dans le final. Moi, je me sentais fort et c'est le cas depuis le début de ce tour. C'est très bien pour l'équipe. Mais n'oublions pas qu'il reste troisième. Chris n'a pas dit son dernier mot. Suspense de façade, car dans l'équipe Sky, tout le monde l'a compris. L'élève a dépassé le maître. Hier, sur les rampes pyrénéennes, Geraint Thomas a presque gagné le tour. Le Gallois épate le peloton et ça n'est pas une surprise pour Vincent Lavenu, le manager d'AG2R La Mondiale. On le voit arriver depuis quelques années à très très haut niveau. C'est un garçon qui est issu de la piste, certes, et qui, en s'affinant, est devenu un très très bon grimpeur. C'est pas un pur grimpeur, mais c'est un très bon grimpeur. Il a une grosse cylindrée, donc il est pour moi à sa place. En tête du classement général à 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Geraint Thomas pourrait encore enfoncer le clou dans l'un de ses exercices préférés, le contre-la-montre qui aura lieu samedi. Bagnères de Luchon, Marguerite Lefebvre, Europe 1. Et aujourd'hui à suivre, étape de transition, 18e étape dédiée plutôt aux sprinteurs, 171 km entre Trie-sur-Baïse et Pau. Merci Adrien Beck. Europe 1.